Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé aujourd'hui le dernier conseil des ministres du gouvernement Bakayoko. Il a mis fin aux fonctions des ministres dans l'attente de la désignation d'un nouveau chef du gouvernement. Aujourd'hui, 24 mars, est commémorée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À l'occasion, l'une de nos équipes fait le point sur les avancées de la lutte à travers des témoignages recueillis auprès des populations et acteurs engagés dans cette lutte. Document à suivre dans ce journal. Et puis, après plusieurs mois d'interruption en raison du Covid-19, le championnat ivoirien de football reprend ses droits dans quelques jours. Les joueurs, le staff technique et les autres acteurs du ballon rond sont enthousiastes à l'idée de reprendre le chemin des stades. Ce mercredi s'est tenu l'ultime conseil des ministres du gouvernement Bakayoko au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la nomination d'un Premier ministre les prochains jours. Celui-ci devra proposer une nouvelle équipe au chef de l'État, Pierre Dipomelin, Mathurin Badé. C'était le tout premier conseil des ministres après les élections législatives du 6 mars, à l'issue desquelles plusieurs membres du gouvernement ont été élus, mais aussi le dernier du gouvernement, Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. Le Premier ministre par intérim, Patrick Achi, a, au nom du gouvernement, présenté une fois encore ses condoléances au président de la République et rappelé la place importante qu'occupait le défunt Premier ministre dans la mise en œuvre de la politique de développement du président Ouattara. Au-delà des liens filiaux et affectueux qui vous liaient au défunt Premier ministre, il était également un des piliers importants du dispositif sur lequel reposait la réalisation de votre grande vision de transformation de notre pays. La Côte d'Ivoire attendait encore beaucoup de lui. Ce triste événement nous a tous fortement éprouvés et avec nous, l'ensemble de la communauté nationale, les pays amis et frères de la Côte d'Ivoire. Face à cette douleur et à ce grand vide que laisse le départ inattendu du Premier ministre, ministre de la Défense, nous voulons vous dire encore ce matin que vous n'êtes pas seul. Les membres du gouvernement sont avec vous, Monsieur le Président, et avec la Première Dame, Dominique Ouattara. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens de nos villes et campagnes sont également avec vous dans cette douloureuse épreuve. Après avoir rendu un hommage ému à un travailleur acharné et grand serviteur de l'État, le président Alassane Ouattara a félicité ses collaborateurs avant d'annoncer dans la foulée la fin du gouvernement Ahmed Bakayoko. Tout au long des années qu'il a passées au gouvernement, Ahmed a œuvré avec abnégation à la consolidation de la paix, du dialogue politique, de la sécurité, ainsi que de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Comme vous le savez, ce gouvernement a été mis en place en 2017, puis renouvelé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ensuite par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour quelques ajustements. Et je voudrais tous très sincèrement vous féliciter également pour les bons résultats obtenus dans vos départements respectifs. Puisque le processus législatif est terminé, je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc, la session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. En attendant la nomination du prochain gouvernement, les ministres élus ou réélus, députés aux législatives du 6 mars dernier, sont attendus à l'hémicycle le 1er avril 2021 pour la première session de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a aussi eu un entretien avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président Ouattara et lui a traduit le témoignage de l'estime et de la considération du secrétaire général des Nations Unies ainsi que les condoléances d'Antonio Guterres suite au décès de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les précisions de Pierre Dipomelin.
Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, en fin de mission, était cet après-midi au palais présidentiel. Au terme d'un entretien avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, Mohamed Ibn Chambas a salué la qualité des relations avec les autorités ivoiriennes. Ma mission de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel arrive à son terme. J'ai exprimé ma gratitude au président Ouattara pour la confiance et la considération qu'il m'a accordée tout au long de mon mandat. Ceci a grandement contribué au renforcement de la partenariat entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies. La Côte d'Ivoire a su maintenir son rôle de leadership dans la sous-région, et c'est malgré les différents défis auxquels elle fait face. Par ailleurs, il a réitéré les condoléances du secrétaire général des Nations Unies à la suite de la disparition tragique du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mohamed Ibn Chambas est remplacé par Saleh Anadif à son poste de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Aujourd'hui, 24 mars, est commémorée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, cette maladie respiratoire contagieuse par voie aérienne, considérée comme une maladie gênante, peut être guérie. À l'occasion, l'une de nos équipes fait le point sur les avancées de la lutte à travers des témoignages recueillis auprès des populations et acteurs engagés dans cette lutte. Nadia Eidja et Rekimo. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 358 centres de prise en charge antituberculeux contre 230 en 2015. De quoi améliorer la détection des cas et la prise en charge des patients. Selon ces derniers chiffres nationaux, le succès du traitement est évalué à 86%. Tatiana, étudiante en droit privé, fait partie des patients qui ont vaincu la maladie. Ma petite sœur était déjà malade de la tuberculose. Donc j'étais chargée de rester près d'elle, l'aider à prendre ses médicaments. Et c'est là que malheureusement, 1 mois ou 2 mois après, j'ai commencé à tousser à mon niveau. Quand elle contracte la maladie en 2018, Tatiana choisit la discrétion en raison du regard de la société sur cette pathologie. Aujourd'hui, son combat est de faire disparaître la hantise de ce mal et encourager les personnes contaminées à être assidues et constantes dans leur traitement, malgré les difficultés. Mais les 2 premiers mois sont les plus décisifs, sont les plus sensibles parce que les comprimés qu'on nous prescrit sont de grosses gélules. Elles sont difficiles à prendre le matin, surtout que c'est le matin à jeun, c'est vraiment compliqué. Et ces comprimés-là aussi ont des effets secondaires sur le malade. Ça peut être des démangeaisons, l'apparition des boutons. Mais il faut s'armer de courage. En plus des effets secondaires variables d'une personne à l'autre, le traitement antituberculeux implique certaines restrictions, tant alimentaires que sociales. Des difficultés qui poussent parfois à l'abandon du processus. Le suivi des patients par les agents communautaires comme Landry Conan s'avère indispensable. Ce matin, il visite une malade sur les 42 qu'il suit dans ces 3 zones à Adjamé. Ok, j'espère qu'il n'y a pas d'effet secondaire, hein. Tout va bien. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le 3e mois, les 5 mois vont venir, on va faire le 2e contrôle. Maintenant, si on peut changer les médicaments, donc vous avez pris le temps pour vous saluer. C'est mon numéro qui est là. S'il y a quelque chose, appelez-moi. Après avoir trouvé les mots justes pour cette patiente, Landry se dirige vers une seconde. Recenser et inciter les personnes proches des malades à se faire dépister pour éviter la propagation. Selon les statistiques, un tuberculeux contamine entre 6 et 15 personnes par an, par l'air rejeté par la toux, les éternuements et par le crachat du patient. D'où l'urgence des dépistages de masse comme ceux initiés ce 24 mars dans les quartiers d'Abobo et de Cocody. Chaque année, il y a plus de 21 000 cas de tuberculose, toutes formes confondues, qui sont dépistés en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui tousse depuis plus de 15 jours, la personne aussi a d'autres signes, peut-être un amaigrissement, une fièvre, le manque d'appétit. Une initiative des acteurs de la lutte, dont le Programme national de lutte contre la tuberculose. L'ambition, éliminer cette maladie d'ici à 2030. Faire en sorte que la maladie, d'abord, ne soit plus un problème de santé publique,
Ça, c'est le premier jalon, c'est-à-dire descendre en dessous de l'incident de 100 cas pour 100 000 habitants. Ensuite, pour l'élimination, il faut moins de 10 cas pour 100 000 habitants. Pour y arriver, l'État fait de la prise en charge de la tuberculose une gratuité. La prise en charge de la tuberculose est totalement gratuite. Si vous allez dans un centre de prise en charge de la tuberculose, s'il y a une radio, vous faites une radio, c'est gratuit. Si vous devez faire des examens de crachat, c'est gratuit. Si vous devez faire les tests moléculaires, c'est gratuit. Et même nous allons jusqu'à donner de la nourriture gratuitement pour les formes graves de tuberculose, ce qu'on appelle les tuberculoses pharmacorésistantes. Notons qu'en Côte d'Ivoire, les cas les plus récurrents de tuberculose sont les cas sensibles qui nécessitent 6 mois de traitement. La situation des droits des femmes préoccupe plusieurs organisations et activistes. À l'initiative de Engender Health, elles veulent mener plus d'actions pour améliorer les choses et faire évoluer la situation pas du tout reluisante. Un document d'appel à l'action a été présenté ce mercredi en présence de Salif Yalekwe et Tanguy Conan. Ce mercredi, au siège du Conseil national des droits de l'homme à Abidjan-Cocody, activistes, organisations de défense des droits de la femme, forces de défense et de sécurité se sont donné rendez-vous. Un objectif, faire des propositions concrètes pour passer aux actes quant aux questions relevant des droits des femmes. Une occasion de présenter et de remettre officiellement au gouvernement ivoirien ce document qui retrace les grandes lignes des actions. Ce plaidoyer est dirigé à l'État de Côte d'Ivoire sur la question de la loi, par exemple, sur la question des violences basées sur le genre. C'est de créer des cadres, déjà au niveau de la loi de la santé et de la reproduction, comme je dis, avoir un cadre juridique concret qui permet de s'appuyer sur le protocole de Maputo et de le mettre en action en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a ratifié ce protocole-là et il n'est toujours pas en application. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus d'un panier. C'est 4 revendications comme ça que nous portons et que nous avons toutes inscrites dans ce qu'on a appelé l'appel à l'action, qui est une pétition aussi qui est en ligne. Et du coup, notre message aux journalistes, c'est de vraiment nous aider à sensibiliser sur ces questions-là. Parce qu'on reste dans une société de l'oralité. Pour sa part, l'émissaire de la ministre en charge de la femme a salué cette initiative des organisations de la société civile. L'État a mis en place, à travers le gouvernement et le ministère, beaucoup d'actions en relation, en respect aux conventions et aux normes nationales et internationales. Je salue l'action qui vient de cette rencontre parce que d'écouter les activistes et de voir encore leurs constats, leurs préoccupations, leurs cris à travers l'appel qu'elles ont lancé. Et cela, tout ça va alimenter encore la politique et la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans le monde entier, notamment en Côte d'Ivoire. Elle permet de connaître l'évolution de la situation des droits des femmes. Et ce soir, on s'intéresse aussi à une activité peu connue du grand public, la teinture du basin à la main, un business visiblement fructueux qui attire de plus en plus. Pourtant, malgré les avantages financiers de la teinturerie artisanale, l'activité n'est pas sans risque pour ceux qui la pratiquent. Cela en raison de l'utilisation de produits nocifs pour la santé. Comment s'en sortent-ils? Quelles précautions prennent les acteurs pour se préserver? Les réponses dans ce sujet de Nadia Eidja et Arona Zeba. Trècheville, avenue 8. Les mains dans les gants, Fanta s'apprête à renforcer la teinture de cette robe reçue d'une cliente ce matin. Teinturière depuis son plus jeune âge, elle exerce avec son mari une activité dont la pratique nécessite des mesures de protection. On porte gants pour travailler, quoi. Souvent même on porte cache-nez. Teindre le basin et lui donner des couleurs plus éclatantes. C'est également l'activité dans laquelle se sont investis ces hommes à Adjamé, quartier Chicane. Pour obtenir ces résultats, c'est un processus quelque peu laborieux avec différentes étapes. On fait les dessins d'abord, après on attache, si on a fait dessin, on attache la main. Après, ils vont le faire descendre. Ceux qui font le travail de teinture là, ils vont le faire descendre. Maintenant, s'ils ont descend, mais ils vont mettre dans la teinture là d'abord. Maintenant, s'ils vont mettre dans la teinture là, après, on va les monter encore pour attacher. Après, maintenant, ils vont les envoyer encore. Il y a beaucoup de teintures qu'on mélange. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a jaune, il y a vert, il y a bleu, il y a noir, il y a tout. Une activité dont la rentabilité varie en fonction des périodes de l'année.
avec des pics dans le mois de jeûne musulman, de la fête de Tabaski et des fêtes de fin d'année. Si les teinturiers s'en sortent relativement bien, grâce à leur activité, celle-ci comporte toujours des risques. Alassane a perdu un de ses collègues des suites de maladies du foie. On nous a dit que si on a fini de faire le travail, là, on prend les cailles là. Pour boire les cailles, quand on boit les cailles là, même, ça ne peut pas être gravement. Ouais, il y a le gens, même lui-même il est décédé. C'est une maladie de la foie là. Quand on l'envoie là, à l'hôpital là-bas, le docteur même ici nous demandait là, il dit qu'il avait une maladie de foie là, il fait quel travail. Maintenant on laisse expliquer le travail de teinture là. Notons que malgré la difficulté, les risques liés à la teinture du textile, à la main, l'activité permet de vivre décemment selon les acteurs. Le coût de l'impression sur le tissu pour une pièce de bazin varie entre 15 et 20 000 francs CFA en fonction de la complexité du motif recherché. Les principaux clients sont les particuliers et les revendeurs dans les marchés. Une rupture sur un pipeline de la société ivoirienne de raffinerie, la CIR, dans la nuit de mardi à mercredi, a occasionné une fuite d'hydrocarbures dans la zone du marché de nuit de Port-Bouët. La fuite est consécutive à une opération de déchargement d'un navire de pétrole brut, déversant une centaine de litres de pétrole brut dans les environs. Alertés par les riverains, les équipes spécialisées de la CIR ont aussitôt été déployées pour circonscrire la fuite et nettoyer la zone. Témoins, Yeli Traoré et Aaron Azeba. Au moins 100 litres de pétrole brut déversés sur le sol. C'est la conséquence de la fuite d'un pipeline de la CIR dans le quartier abritant le marché de nuit de la commune de Port-Bouët dans la nuit de mardi à mercredi aux environs de 22 heures. Cette fuite d'hydrocarbures serait survenue à la suite d'une opération de déchargement des navires de pétrole brut amarrés à la bouée maritime depuis le lundi 22 mars, selon la CIR. Ce sont des riverains, témoins de la scène, qui ont donné l'alerte. Nous avons le 28h30, on était assis là, on causait avec des amis. Puis il y a une femme qui était derrière nous, qui a vu la scène. Elle fait venir, on est venu, puis on a vu. Comme il y avait une voiture qui était garée, on s'est dit non, c'est le sang qui sortait dans la voiture. Nous, on s'est baissé, il n'y a rien. Donc on a vu le gazon brut qui sortait dans le sol. Donc, sur place, on a vu voir les gardiens de la CIR. Donc, mon frère et moi avons appelé les sapeurs-pompiers. Aussitôt alerté, la CIR a dépêché ses équipes techniques sur place qui ont stoppé la fuite et couvert les zones souillées de mousse anti-incendie avant de nettoyer la zone. Tôt ce matin, alors que ses services étaient toujours à pied d'œuvre pour réparer le pipeline défectueux, la CIR a produit un communiqué de presse. Dans la nuit de mardi à mercredi, une présence d'hydrocarbures estimée à au moins 100 litres de pétrole brut a été constatée autour du pipeline en face du marché de nuit de Port-Bouët vers minuit. Les opérations de nettoyage de la zone et de réparation du pipeline ont démarré immédiatement et s'achèveront ce vendredi 26 mars 2021. Pour rappel, le pipeline endommagé relie la bouée maritime à la raffinerie pour la réception de pétrole brut. Dans l'actualité sportive, après plusieurs mois d'interruption en raison du Covid-19, le championnat ivoirien de football reprend ses droits dans quelques jours. Les joueurs, le staff technique et les autres acteurs du ballon rond sont enthousiastes à l'idée de reprendre le chemin des stades. Ils l'expriment dans ce reportage de Salifi Alekwe et Tanguy Conan. Le comité de normalisation du football ivoirien, présidé par Mariam Daougabala, a fait de la reprise du championnat une priorité. Les joueurs de football retrouveront le rectangle à partir du samedi 27 mars prochain. Ici, nous sommes au terrain Amidou Silla du quartier résidentiel d'Anyama, dans la banlieue d'Abidjan. Priska Talou, arbitre assistant FIFA, s'y rend pour sa séance quotidienne d'entraînement. Elle, qui officiera dans quelques jours des matchs, surtout ceux de la Ligue 2. Déjà, elle est très heureuse de reprendre le sifflet. C'est un moment de joie. Voilà, un moment de joie parce que depuis longtemps, pratiquement 1 an, que nous ne sommes plus sur le rectangle vert. Donc c'est une joie de reprendre nos activités, notre passion qui est le football. Nous ne sommes pas restés assis. Nous avons suivi des entraînements pour éviter les blessures et tout ça. Donc nous sommes entraînés. Pendant la période de la Covid, nous sommes entraînés. Nous avons emmagasiné des capacités physiques et techniques également. Mon souhait, c'est que
cette maladie ne puisse pas encore agir sur notre sport. Sur le même terrain, l'équipe du Bafing FC qui rejoint la Ligue 1 est à la tâche. Il faut relever le défi de faire partie de l'élite du football. Nous, de notre côté, on est impatients de reprendre parce que c'est une première pour l'équipe. Donc, on va aller aussi titiller ceux qui sont habitués au championnat. Et notre objectif cette année, c'est le maintien. On a plus travaillé l'aspect psychologique pour ne pas qu'on se mette des pressions inutiles parce que c'est notre première, on va vouloir tout casser et puis bon, mal fait. Non. On a eu les services d'un psychologue. Parmi les recrues du club, ce latéral droit, Jade Canafer, qui a évolué en Espagne. Il se dit prêt pour se produire sur les stades ivoiriens. Au début, on me taquinait beaucoup. Et voilà, après, à fur et à mesure, je commence à rentrer dans le groupe. C'est devenu une famille. Et voilà, ensemble, je pense qu'on va faire une belle saison. Le championnat ivoirien, il est très physique. Donc voilà, le coach aujourd'hui, il est en train de me préparer physiquement, d'abord, avant tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, le groupe est prêt. Et on est prêt à entamer cette saison. Direction Cocody, au sein de la plus grande université du pays, l'université Félix Houphouët-Boigny. Ici, c'est le quartier général du Stella Club d'Adjamé. Au labo, joueurs et encadreurs préparent sereinement les prochains matchs. C'est un honneur de retrouver l'élite du football ivoirien. Et je crois que quand on parle du Stella, on parle de 4 grands clubs de la capitale. Donc nous sommes revenus avec la ferme intention de retrouver la place qui est la nôtre dans l'élite du football ivoirien. Les garçons que nous avons, certes, ils sont jeunes, mais quand même, ils ont une certaine expérience dans le métier. Et je crois que nous comptons sur leur jeunesse. Nous sommes des compétiteurs, donc je me dis que tant que le ballon roule, ça serait un plaisir pour nous. Notre objectif premier, c'est de se maintenir d'abord en Ligue 1. Ça nous fait du bien. Ça prouve que nous allons montrer tout ce que nous avons appris durant des mois et des mois. On a tout ce qu'il faut. Voilà, nous sommes 30 joueurs, des autres 40. Bon, les meilleurs vont jouer. En tout cas, tout le monde est à son meilleur niveau. Les matchs pour cette reprise de la Ligue 1 se joueront à huis clos. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.